Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouveau webinaire FileMaker dans lequel nous allons parler les moyens de faciliter l'accès à vos utilisateurs mobiles. Je me présente, je suis Douglas Wallis, je suis responsable technique chez FileMaker pour l'Europe du Sud. Avant de commencer, des petits points techniques. Donc, nous utilisons la plateforme GoToWebinar de Citrix pour pouvoir projeter ce webinaire. Il est fortement recommandé d'utiliser une connexion à haut débit pour profiter du visuel et de l'audio. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller sur le site de Citrix pour télécharger la dernière version de GoToWebinar si la vôtre ne fonctionne pas correctement. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Vous pouvez également nous poser des questions durant ce webinaire. Il suffit d'aller sur la partie questions qui se trouve dans votre panneau de configuration webinaire et j'essaierai de répondre à certaines de ces questions en fin de séminaire. Et si vous êtes même durant le webinaire, s'il y a des questions qui sont pertinentes au moment de la démonstration, je pourrai y répondre. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Essentiellement d'aider ces utilisateurs lorsqu'ils sont dans un mode mobilité, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas forcément votre solution dans le bureau, comme ils ont d'habitude de faire, mais qu'ils se trouvent sur le terrain et qu'ils ont besoin d'accéder à vos données depuis généralement un iPad, ou bien un iPhone, ou bien leur portable. Donc l'idée, c'est généralement, c'est quand on regarde les utilisateurs qui sont non mobiles, les grands problèmes auxquels sont confrontés vos utilisateurs, c'est le problème au niveau des données. Elles sont souvent éparpillées. Si vous n'avez pas une solution en fait qui fonctionne sur votre iPad, vous allez généralement avoir des feuilles, du papier. Et le problème avec le papier, c'est qu'il faut rentrer une fois les données sur les feuilles et puis après les remettre dans votre base de données une fois retourné au bureau. Donc ça fait un processus relativement inefficace parce que le problème, c'est qu'en fait vous doublez voire triplez parfois les actions pour entrer des données et récupérer les données comme il faut. Vous avez surtout besoin de ces informations en temps réel. Donc le problème, c'est que si vous faites des commandes sur un salon et vous ne savez pas exactement le stock que vous avez au bureau, vous allez prendre des commandes et après devoir gérer au niveau de la logistique, une fois de retour au bureau, toutes ces informations. Donc si vous donnez l'accès à vos utilisateurs en temps réel à votre système principal, vous pourrez exactement savoir le nombre, la quantité de produits que vous avez dans votre inventaire, ce qui facilite énormément le travail. Et la dernière chose, généralement, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit en fait que les employés demandent à leur entreprise de pouvoir accéder aux données le plus facilement possible d'un peu partout. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans une période où pendant très longtemps, les gens étaient habitués à avoir tout, accès à tout dans leur bureau. Mais dès qu'ils sont en dehors de leur bureau, soit ils ont un portable et il faut qu'ils se connectent à un système, et ça prend beaucoup de temps et c'est généralement assez complexe, ou ils font imprimer le document sur les papiers et ils se baladent avec énormément de documents sur eux. Donc quelques informations en fait au niveau de la mobilité dans les entreprises. Donc l'année dernière, des grandes entreprises américaines ont fait des enquêtes mondiales. Une des premières des plus grosses a été faite par Citrix, qui fait énormément de systèmes pour justement permettre aux utilisateurs mobiles de pouvoir accéder à leurs données. Et on s'aperçoit de plus en plus en fait que depuis 2011-2012, il y a une vraie demande au niveau aussi bien des organisations, des entreprises, petites et grandes, mais aussi au niveau des employés, de pouvoir avoir accès à un peu toutes leurs données. Et qu'on soit dans une petite ou dans une grande entreprise, on a souvent énormément de documents. Et il faut avoir accès le plus facilement à ces données. Par ailleurs, sur une enquête aussi qui a été faite par Hyperion, qui est une entreprise américaine, auprès des CEO, donc les CEO, c'est un poste en fait qui se situe entre le directeur technique et le directeur général, qui s'occupe généralement des informations et des flux d'informations dans les entreprises. Sur ces grosses entreprises, plus de 70% des participants veulent et désirent équiper en moyenne un millier d'utilisateurs dans les grosses entreprises avec des applications mobiles, et d'ici 2017 d'avoir à peu près 80-90% de leurs utilisateurs avec la possibilité d'accéder directement en mobilité à leurs données.
Et généralement, ça se joue sur peu de choses, mais ce qu'ils cherchent énormément, c'est d'avoir des applications qui puissent leur permettre d'accéder à leurs données, mais de la façon dont ils travaillent dans le bureau. Donc généralement, quand vous avez une solution au bureau, si vous avez utilisé FileMaker, vous avez créé votre propre solution et elle fonctionne pour vous. Le grand problème, généralement, c'est de savoir comment je vais pouvoir donner accès à mes utilisateurs à ces données. Quand vous avez créé votre solution sur FileMaker en local, hein, vous l'avez créé pour qu'elle soit utilisée en local. Donc vous avez énormément utilisé soit des Mac, soit des Windows, donc des machines avec des grands écrans qui ont relativement de la puissance, et vous utilisez surtout une souris et un clavier. Quand vous passez en mobilité, en fait vous changez un petit peu cette vision, c'est que tout d'abord sur un iPad ou un iPhone, on n'a pas de souris, on a un doigt, et on a un clavier qui n'apparaît pas tout le temps, donc c'est à la demande du utilisateur. Donc il va falloir un peu revoir la façon dont on travaille, hein, mais en gardant les mêmes dispositions que ce qu'on avait dans l'entreprise. Donc si je prends une solution typique, généralement on a utilisé FileMaker Pro ou Pro Advanced pour en fait créer cette solution. Donc on l'a conçu, on a créé ses comptes, on a créé sa sécurité, on a créé ses scripts. Ensuite, on l'a géré pour le déploiement en interne à travers FileMaker Server. Donc FileMaker Server est l'outil qui vous permet de très facilement gérer le partage d'une solution entre vos utilisateurs. Et puis après, cette solution est exécutée par les utilisateurs. Et généralement, quand on a une solution qui est en interne, on a du FileMaker Pro, donc qui va tourner sur du Mac ou du Windows. Et de l'autre côté, on a peut-être essayé en interne de faire quelques essais pour avoir du FileMaker Go ou du WebDirect, mais généralement, on a tendance à travailler en interne sans avoir trop touché à l'utilisation mobile. Donc nous, ce qu'on va regarder essentiellement aujourd'hui, c'est de revoir un petit peu cette chaîne et de se dire, j'ai créé ma solution sur mon FileMaker Pro dans mon bureau, mon Pro Advanced, je l'ai mis sur mon serveur, et maintenant, je veux donner accès à ces données sur un FileMaker Go ou un WebDirect, mais aujourd'hui, on va spécialement regarder sur le FileMaker Go, et je vais voir comment je vais pouvoir améliorer et faciliter l'utilisation de mon système. Donc avec FileMaker Server, ce qui est assez c'est que c'est relativement facile à gérer. La sécurité est incluse dedans, donc vous pouvez avoir des certificats SSL si vous avez besoin de pas mal de sécurité depuis votre connexion externe. Tout ça est bien protégé, vous avez la possibilité de rajouter des certificats AS256 qui vont vraiment bien protéger vos données. Elles sont toujours accessibles depuis le web à travers FileMaker WebDirect. Et l'échelle vous permet d'avoir relativement beaucoup de personnes qui peuvent se connecter sur votre serveur sans trop de problèmes. Donc là, je vais vous montrer quelques cas en fait d'utilisation de solutions d'app personnalisées qui ont été créées par des développeurs FileMaker, aussi bien par le groupe FBA, qui est l'alliance entre les partenaires de développeurs certifiés FileMaker ou des grosses entreprises, pour montrer à peu près en fait les différentes visions de l'outil qu'on peut créer suivant l'utilisation. Donc là, vous avez des cas d'utilisation au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont se connecter généralement à partir de le FileMaker Go, donc de leur iPad ou de leur iPhone, sur un serveur qui est en local. Donc au niveau de la qualité, de la connexion, vous serez généralement en Wi-Fi. Donc vous aurez un bon débit stable et votre serveur, en fait, on est tout en local, donc vous avez un bon débit. Ce qui vous permet en fait de faire des interfaces relativement importantes avec plus d'informations. Et tout ça se gère relativement bien parce que vous avez une connexion Wi-Fi. Donc là, j'ai un exemple de système de gestion de jet privé qui a été créé par un FBA qui se trouve dans le sud de la France. J'ai également un Hotel Management System qui a été créé par une société américaine pour une chaîne d'hôtels aux États-Unis pour gérer les minibars. Et j'ai une solution de gestion de salon au Japon qui permet à une compagnie aérienne et à un aéroport en même temps de gérer les personnes qui peuvent avoir accès aux différents salons suivant les compagnies aériennes. Donc ça, ce sont des solutions en fait qui sont créées en interne, qui se connectent à du Wi-Fi, donc vous avez une bonne connexion, d'où l'intérêt de faire quand même pas mal de choses. Par contre, quand vous passez sur le terrain, il va falloir un petit peu changer en fait la façon dont on voit les choses, de peut-être alléger ces informations, parce que essentiellement, vous allez devoir faire attention en fait aux connexions réseau. Et les connexions réseau,
c'est l'enjeu primordial qu'on retrouve dans l'informatique de nos jours. C'est nous sommes de plus en plus à avoir besoin d'accès à Internet loin de son bureau. Et malheureusement, même si les techniques et l'évolution des technologies sont assez importantes, sont de plus en plus, et donc il va faire vraiment attention à la façon dont la gestion des données envoyées et reçues, aussi bien par le serveur et le FileMaker Go, sont appréhendées pour éviter d'avoir trop de problèmes. Donc là, j'ai une solution de système de catalogue de données archéologiques qui est utilisée essentiellement en Amérique du Sud par un archéologue relativement connu argentin, qui peut faire des récupérations de positions GPS et de la cartographie. J'ai une solution de système de vente d'appareils médicaux utilisés aux États-Unis. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est un dashboard qui a été créé, qui est relativement simple au niveau de l'interface, justement pour avoir en fait donné des informations importantes à l'utilisateur quand il en a besoin, sans avoir forcément accès à toutes les autres données, mais essentiellement, c'est voir de quoi mon utilisateur a besoin à un moment T sur le terrain. Et finalement, une dernière solution qui est pour une entreprise mexicaine, sur la solution de recherche des références clés, qui est un outil pareil utilisé sur le terrain par les commerciaux et les ingénieurs lorsqu'ils font des études sur les clés. Donc comme vous pouvez voir, en fait, FileMaker est utilisé dans énormément de domaines très variés, souvent des domaines un petit peu niche, mais l'avantage de FileMaker, c'est qu'on peut créer un peu ce qu'on veut. Donc dans la démonstration, en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu de revoir votre solution. Donc on va commencer d'une base vierge, mais un peu de vous montrer un petit peu la vision qu'il faudrait essayer d'avoir pour donner en fait à l'utilisateur qui va utiliser FileMaker Go et votre solution sur son iPad, en fait, de ne pas reprendre exactement ce que vous avez dans le bureau, mais de simplifier l'interface pour que l'utilisateur ait vraiment besoin des informations qu'il lui faut pour arriver à ses fins. Donc cette petite solution va créer, donc on a une petite société qui s'appelle FileMaker Autoparts qui vend des pièces détachées pour toutes sortes pour des véhicules. Et cette entreprise, donc ma petite entreprise, travaille énormément dans des salons. Donc sur Paris, elle a Villepinte, Parc des Expositions, elle pourrait aller sur des salons sur Genève, un peu partout. Et le grand problème, c'est qu'actuellement, tout ça se fait sur papier. Donc j'ai une solution en fait au bureau, dans lequel je vais avoir toute ma logistique, mes commandes de clients, mes propositions, mes gestions de clients, tout ça. Mais la plupart du temps, sur les salons, vu que j'ai quand même pas mal de monde à chaque fois, en fait, le principe c'est que du bureau, on a imprimé des feuilles de calcul d'inventaire, dans lesquelles j'ai la liste de mes produits. Ensuite, on s'est créé des propositions sur des fiches papier où on prend les informations des clients, on note les coordonnées des clients, on prend les commandes, et après on remet tout ça dans notre solution au bureau, et puis ça tourne. Donc le problème, c'est qu'en fait, la personne qui est sur le terrain va passer pas mal de temps, parce que d'abord, elle va devoir écrire toutes ses propositions sur les fiches papier, donc ça prend le temps normal, mais elle va en fait redonner ça après au bureau. Donc le problème, c'est que l'idée du commercial, c'est qu'il est là pour quand même essentiellement vendre et promouvoir votre compagnie, et il n'est pas forcément là pour faire de l'admin. Donc qu'est-ce que vous allez faire généralement? Vous allez redonner les fiches papier à un service qui va se retrouver dans le bureau, et qui va devoir retaper ces informations dans la solution. Et puis si votre commercial est un petit peu comme moi, s'il écrit très mal, il va falloir déchiffrer son écriture. Et faire attention que s'il y a des gribouillis, tout ça, tout soit revenu correctement. Donc l'idée, c'est de se faciliter les choses et de dire, si je pouvais ramener une partie de ma solution sur mon iPad, je permettrais en fait à mon commercial de plus facilement pouvoir faire ses propositions et faire ses commandes, et d'être au courant directement au bureau de ces modifications et de ces commandes qui ont été prises. Donc tout d'abord, pour faciliter l'accès aux utilisateurs, il faut prendre ces 3 points, et on va les étudier en créant une petite solution. Donc tout d'abord, les informations en temps réel, où et quand vous voulez. Donc le gros avantage de FileMaker, avec FileMaker Go, c'est au niveau du déploiement de la solution. Si vous créez une solution qui va peut-être être partagée avec un MDM, donc un logiciel de management d'appareils mobiles,
vous allez devoir généralement utiliser un logiciel pour créer votre application locale, la tester, et après il va falloir la déployer auprès de vos utilisateurs. Donc s'il y a des mises à jour à faire ou des changements sur l'interface, à chaque fois vous allez renvoyer une nouvelle application. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, il faut gérer plusieurs logiciels à la fois, donc c'est pas forcément extrêmement intéressant. Donc ce que nous allons faire essentiellement en fait, c'est avec FileMaker, nous allons pouvoir créer une petite solution. J'ai bien démarré mon FileMaker Pro. Donc je vais me créer une nouvelle solution. Donc j'aurais pu prendre déjà le logiciel que vous utilisez, enfin votre solution que vous utilisez en interne, mais là je vais commencer de zéro pour être un peu plus simple. Donc ma solution est très simple en fait, elle s'appelle, c'est la gestion de la proposition commerciale. Donc je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler Procom Essai, et je vais sauvegarder ça sur mon bureau. Donc là je commence avec mon interface de FileMaker, et tout de suite en fait je vais me dire, mais le plus important c'est de pouvoir en fait visualiser ça correctement sur mon iPad, et en utilisant tous les outils que FileMaker met à votre disposition pour arriver à un niveau où l'utilisateur va vraiment avoir l'impression d'être dans une application native de l'iOS. Donc comme vous pouvez voir déjà sur mon écran, FileMaker m'a créé un modèle tout simple avec une en-tête, un corps, un pied en bas page, et m'a indiqué des dimensions d'écran. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'utilise le mode iPad en portrait, et je me suis aussi créé un modèle 2024 par 747 qui est personnalisé. Pourquoi j'ai créé ce modèle personnalisé? C'est qu'en fait, ça va être un modèle où je vais pouvoir faire enlever les barres de menu et les barres d'outils que vous retrouvez dans FileMaker Go pour vraiment donner l'impression à mon utilisateur qu'il est dans une solution 100% AES. Et ce qui va me permettre en fait de vraiment pouvoir gérer les actions de l'utilisateur sur le terrain et d'être sûr qu'il ne se perde pas dans les différents modèles qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai envoyé la version iPad, et comme vous voyez, voilà, c'est la taille, donc les calculs sont 1024 par 747, donc ça c'est en mode paysage, et ça va prendre la totalité de ma page sur mon FileMaker Go. Donc je vais agrandir la taille de ma page, je vais enlever mon pied de corps parce que je n'en ai pas forcément besoin tout de suite. Donc je vais le quitter. Et donc là j'ai la taille en fait sur laquelle je vais pouvoir travailler et mettre toutes les informations que je veux montrer à mon utilisateur. Donc tout d'abord, comme je parlais, on va créer en fait plusieurs choses avant de commencer, avant de créer en fait au niveau des tables, des rubriques. Je vais un peu gérer ma sécurité tout d'abord. Parce que l'idée c'est de le mettre très rapidement ce fichier sur le serveur pour justement travailler en direct avec mon FileMaker Go et de pouvoir en fait créer mon interface sur FileMaker Pro et voir directement ce que ça va donner sur mon Go. Problème avec d'autres logiciels généralement, c'est que vous créez, alors ça vous avez du code où il existe des logiciels où vous pouvez faire du drag and drop, un peu comme FileMaker, mais après il va pouvoir compiler son application, la copier sur l'iPad, et après voir ce que ça donne. L'idée c'est de travailler les deux en même moment, pour vraiment être sûr que quand je vais créer un bouton ou une action sur mon FileMaker Pro, je vais voir ce que ça donne sur mon iPad, et si je vois que ça fonctionne correctement et je sens que l'ergonomie est utile et naturelle, ça va bien se passer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai ma souris, je peux l'agrandir, et ma souris me permet en fait d'aller un petit peu à droite, à gauche, tout ça. Donc il va falloir aussi penser que sur votre iPad, vous utilisez votre doigt. Et un doigt, c'est 150 fois plus gros qu'une souris, ce qui veut dire que quand vous allez passer et cliquer sur un bouton qui va se trouver dans les coins, vous allez mettre votre main devant. Donc il faut essentiellement penser de se dire, j'ai pas forcément envie d'avoir mes boutons comme on met généralement dans une solution sur du pro, les boutons se trouvent en haut. Il va falloir peut-être penser à mettre ces boutons sur le bas pour donner plus facilement l'accès à l'utilisateur. Donc tout d'abord, je vais vouloir mettre cette solution sur mon serveur. Donc je vais gérer, première chose, ma sécurité.
Donc, par défaut, FileMaker vous crée deux comptes, un compte invité et un compte admin. Les deux n'ayant pas de mot de passe, et le compte invité est toujours mis en inactif. Donc mon compte admin, je vais juste le modifier et je vais lui mettre un mot de passe pour être sûr que ma solution est sécurisée et personne ne pourra rentrer dedans s'il n'a pas le mot de passe. Et ensuite, je vais me créer un deuxième compte pour mes utilisateurs. Donc je sauvegarde mes comptes. Actuellement, ces comptes vont être sauvegardés sur mon FileMaker, donc dans le fichier FileMaker, mais j'aurais très bien pu avoir accès à un serveur externe sur un serveur Active Directory ou Open Directory qui m'aurait évité en fait de recréer, et j'aurais pu utiliser donc les mêmes mots de passe qui peuvent être utilisés si vous avez dans votre entreprise des annuaires entreprises qui vous permettent en fait de gérer aussi bien les mots de passe pour vos emails ou pour vos différentes solutions. Donc là, je choisis, donc je vais mettre en accès intégral pour faciliter un peu les choses. Et dans mes jeux de privilèges, je vais vérifier accès intégral et je vais bien faire attention en fait que l'accès peut se faire à travers le réseau FileMaker, FMAP, qui vous donne accès aussi bien depuis FileMaker Pro, Pro Advanced ou FileMaker Go. Et je vais juste mettre aussi l'accès via FileMaker Web Direct pour pouvoir aussi avoir accès depuis un navigateur, juste pour voir ce que ça donne. Mais essentiellement aujourd'hui, je vais me limiter à l'utilisation sur FileMaker Go et FileMaker Pro. Donc il va me redemander mon mot de passe admin qui me permet de donner accès. Donc là j'ai ma solution. Dans mes options de fichiers, je vais vraiment demander que les utilisateurs soient sur FileMaker 14. Alors pourquoi faire attention à ça? C'est essentiellement sur votre FileMaker Go, c'est d'être sûr que les personnes utilisent FileMaker Go 14, donc ça vous permettre d'utiliser toutes les nouveautés de 14 sans avoir peur de dire en fait j'ai quelqu'un qui est encore sur FileMaker 13 et si je lui fais une barre de boutons ou si je lui fais un bouton avec un document SVG à l'intérieur, l'utilisateur ne pourra pas le voir. Donc là je fais vraiment attention de dire je veux que tout le monde soit la même version et je vais gérer tout ça. Pareil, une petite avancée qu'on a mis sur 14, c'est la possibilité d'enregistrer son mot de passe dans le trousseau d'accès, ce qui permet d'éviter d'avoir à taper à chaque fois son mot de passe. Et en fait, ce trousseau d'accès est contrôlé par le code PIN que vous mettez sur votre iPad. Donc une fois ceci activé, le mot de passe sera sauvegardé. J'ai enlevé la connexion. Je vais me rajouter un petit icône, donc ça c'est ce que vous avez sur 14 qui permet maintenant de pouvoir avoir des icônes. Et pour faciliter à mon utilisateur de pouvoir trouver facilement la solution sur son iPad, surtout s'il en a plusieurs, je vais lui mettre une petite icône de ma société. Si vous voyez bien, il crée 3 icônes. Donc le premier étant pour l'icône principale qui serait bien en grand. Vous avez 2 petites tailles, un pour l'iPhone et celui-ci qui a été fait pour l'iPhone 6, 6S, 6 et plus, qui est une taille un peu plus grande. Donc voilà, j'ai eu mon début. J'ai ma solution. Donc maintenant, je vais copier mon fichier sur mon serveur. Petite précision, j'ai utilisé uploader sur serveur, la fonction interne, qui va me permettre en fait de modifier aussi les privilèges du fichier. On a souvent des utilisateurs qui vont copier directement dans leur bibliothèque FileMaker au niveau de la donnée les fichiers. Tous ces fichiers-là en fait sont contrôlés par les services FileMaker. Donc si je regarde dans ma solution de démarrage, je vois bien qu'au niveau des accès personnalisés, c'est FM Server, donc c'est l'outil, c'est le daemon principal de FileMaker qui va gérer avec fsadmin. Donc il faut faire bon attention, si vous copiez un fichier directement dans ce répertoire, le serveur va savoir qu'il y a ce fichier, mais ne va pas l'ouvrir parce qu'il va dire moi je n'ai pas accès, je ne suis pas le seul à avoir accès, je ne peux pas contrôler, donc vous n'allez pas avoir la possibilité de vraiment pouvoir modifier comme vous désirez ce fichier. Donc vraiment utiliser cette fonction uploader sur serveur, très simple. Donc on va cliquer dessus. Donc ça va fermer mon fichier en local et ça va me le copier. Donc je choisis mon
serveur local. Donc moi, mon serveur, je l'ai installé sur ma MacBook Pro. Je conseille toujours aux utilisateurs de vraiment utiliser une machine spécifique pour copier utiliser FileMaker Server, pour éviter d'avoir des problèmes où des personnes vont utiliser FileMaker Server et en même temps Pro sur la même machine, et puis un soir partent et éteignent leur serveur et plus personne n'a accès à rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir FileMaker Server qui tourne sur une machine seule, soit dans votre entreprise si vous avez une très bonne connexion internet, donc si vous êtes sur la fibre, et si vos utilisateurs sont un petit peu parsemés sur le territoire, vous pouvez très facilement mettre ça chez un hébergeur qui vous facilitera nettement la tâche au niveau de la connexion. Donc là, j'ai mon serveur, j'ai mes mots de passe sauvegardés sur mon serveur. Je vais le copier. Et il va copier, il va me demander si je veux rouvrir. Là, je vais utiliser mon mot de passe admin pour faire modification. Vous pouvez voir ici, je peux enregistrer mon mot de passe, donc je vais faire ça. Et donc maintenant, j'ai le même fichier mais qui est sur mon serveur. Comment je sais que c'est sur mon serveur? J'ai le nom du fichier et au-dessus, j'ai le nom du serveur. Donc je sais qu'au moins maintenant, ce fichier est sur mon serveur. Petit détail qui est souvent utile, où là vous avez votre version en fait que vous avez utilisée. L'idée c'est très simple, si vous travaillez uniquement maintenant sur votre serveur, et j'espère que vous allez le faire, c'est de mettre ce fichier à la poubelle, pour éviter d'avoir le réflexe de dire ah tiens j'ai mon fichier en local, je vais l'utiliser, et c'est là où en fait on se retrouve avec deux fichiers à droite à gauche. J'ai un petit log en fait qui m'a dit voilà, le fichier a été envoyé, il y a eu un contrôle de cohérence, aussi bien en local et après depuis le serveur, pour me dire le fichier était bien vérifié, j'ai mes blocs de données, tout marche bien et ce fichier marche correctement. Donc ça c'est un petit fichier juste à vérifier avant de le copier sur le serveur pour être vraiment sûr que tout soit bien passé. Une fois que c'est fait, je peux le remettre dans ma poubelle. Donc là j'ai ma petite base. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait je vais aller sur mon iPad, dans mon FileMaker Go, et donc je vais pouvoir aller accéder à ces fichiers. Donc là quand j'ouvre mon Pro, généralement j'arrive sur la page récent, donc là je vais avoir accès en fait à toutes les différentes solutions que j'ai pu ouvrir. Comme vous pouvez le voir, j'ai des solutions FileMaker, mais j'ai aussi des PDF ou des images. Donc si j'ai des scripts en fait dans ma solution qui vont sauvegarder parfois des PDF en local, je vais pouvoir les réouvrir directement depuis FileMaker. Ensuite, je peux voir tous les fichiers qui sont en local sur ma machine. Donc là, j'ai mes deux fichiers FileMaker plus un PDF. Et je peux directement ouvrir mon PDF depuis FileMaker. Donc si je clique dessus, j'ai accès à mon PDF. Si j'avais des images, ce serait pareil, je pourrais avoir exactement accès à mon document. Et le dernier icône, c'est les autres, où je vais pouvoir avoir accès à tous les fichiers qui sont sur mon serveur. Donc là, vu qu'il est en local, automatiquement il s'est connecté, mais si je clique sur Autres, je pourrais avoir tous mes autres locaux, et je pourrais rajouter le nom d'un autre serveur, de mon serveur de mon bureau. Donc vous pouvez mettre l'adresse IP ou le domaine si vous en avez un. Quand on met l'adresse IP, si vous connectez depuis l'extérieur, il ne faudra pas mettre l'IP interne, mais l'IP externe en fait de votre connexion. Donc généralement, ça c'est une information que vous fournit votre fournisseur d'accès. Vous pouvez le récupérer généralement aussi sur votre routeur de votre fournisseur d'accès, et c'est l'adresse qu'il fallait remettre. Vous trouverez plus d'informations aussi sur notre site au niveau des ports qu'il faudra ouvrir. Si je vais rapidement sur Safari, et je vais ouvrir une petite fenêtre et les ports utilisés. Un petit peu lent l'internet ce matin. Donc voilà les ports utilisés par FileMaker. Donc en fait vous avez les ports principaux, donc 80, 443, 5003 et 16000. Donc essentiellement pour FileMaker Go, en fait, ce qu'il va falloir ouvrir comme port pour pouvoir avoir accès, c'est sur votre routeur de donner accès, donc de faire un mappage de port sur le port 5003 pour que les utilisateurs depuis l'extérieur en FileMaker Pro et en Go puissent se connecter. On peut faire pareil aussi sur les ports 480 et 443 qui va vous permettre, et puis le 16000 aussi, qui vous permettront d'accéder à votre serveur depuis l'extérieur.
Donc je reviens sur mon iPad. Donc là, j'ai mes différentes solutions. Je peux les regarder sur l'écran gros. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon icône qui apparaît. Donc automatiquement, si j'ai le même icône en local, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur d'arriver à retrouver. Donc je vais connecter sur mon Procom Essai. Donc là, je vais venir me connecter en tant que Douglas Wallis et mon mot de passe. Et je vais ajouter ce mot de passe à mon trousseau d'accès, ce qui m'évitera en fait de le retaper. Et je mets se connecter. Et donc là, j'arrive sur le modèle normal. Hein, et comme vous pouvez le voir, en haut, j'ai donc cette partie-là, en fait, j'ai toujours ma barre d'outils qui me permet de créer ou d'enlever des enregistrements, de voir différents enregistrements, et en haut d'avoir accès, aux actions, donc fermer la page, enregistrer. Mais essentiellement, le principe d'avoir une solution qu'on va utiliser sur le terrain, c'est de faciliter énormément le travail du utilisateur pour qu'il n'ait qu'une seule action à faire. C'est vraiment utiliser l'outil comme il est créé, donc pour créer une proposition hein, et éventuellement l'envoyer à l'utilisateur final. Donc qu'est-ce que je vais faire je vais baisser ça, je vais revenir en FileMaker. En fait, je vais me créer un script de démarrage hein, qui va bien vérifier hein, que lorsque l'utilisateur est sur un iPad, hein, de me mettre en mode kiosque, hein, donc d'enlever toutes les barres d'outils et d'utiliser la totalité hein, de l'espace de l'enregistrement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans l'espace de script et je vais me créer un nouveau script. Donc pour accélérer un peu les choses, je ne vais pas tout vous taper, je vais juste venir un petit peu importer depuis un autre document que j'avais créé. Un autre script. Donc j'ai mon script de démarrage, je viens l'ouvrir. Donc mon script de démarrage, relativement simple. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je vérifie l'appareil et la plateforme utilisée. Donc j'utilise une fonction si et je dis si l'appareil, si l'obtenir appareil, donc ça c'est des fonctions en fait qui vont me dire quel appareil. Donc appareil 3 ça veut dire que c'est un iPad. Et la plateforme système numéro 3 veut dire qu'il utilise FileMaker Go. D'aller sur le modèle, je vais lui dire d'aller sur ce modèle Procom Essai. Et ensuite je vais lui demander hein, de verrouiller la barre d'outils hein, qui se trouve en bas. Donc je tape ma fonction. Ensuite je fais bien attention de la verrouiller, d'activer hein, l'affichage et de définir si je veux masquer ou afficher cette barre d'outils. Et je fais de même avec la barre de menu. Voilà. Si c'est pas sur un iPad en FileMaker Go, un petit message qui arrive, prévenir. Je ne vais pas forcer la personne à quitter la solution. Je pourrais réécrire et finaliser mon script ultérieurement pour n'avoir en fait qu'un seul script de démarrage et qui à chaque fois en fait de me vérifier si je suis sur un Mac, sur un FileMaker Pro, un Pro Advanced, de faire certaines actions, si je suis sur FileMaker Web Direct, de faire une autre action, et ainsi de suite pour FileMaker Go. Une petite précision et un outil qui est relativement pratique, hein, dans le coin ici, vous avez l'affiché, la compatibilité du script hein, par plateforme. Ça c'est très utile et c'est un outil qu'il faut vraiment utiliser dès le début. Ça vous permet en fait de voir si certaines des actions du script hein, sont compatibles avec le système que vous avez utilisé. Et essentiellement, toutes les actions de script ne vont pas être à 100% utilisables partout. Si je prends par exemple du FileMaker de me mettre en Macintosh, vous allez voir maintenant en rouge est affiché et masqué barre de menu est en rouge. Et grâce à ma colorisation de syntaxe, j'ai pu dire toutes les actions qui sont incompatibles vont être en rouge. Donc là, je sais que déjà mon script, hein, si je le fais tourner sur mon FileMaker Pro en démarrage, cette action-là ne va pas fonctionner. Pareil, si je mets ça sur le serveur, je vais voir en fait j'ai des actions qui ne fonctionnent pas. Donc la boîte de dialogue, si on fait un script sur le serveur, ne peut pas fonctionner parce que quand vous travaillez sur le serveur, vous n'avez pas en fait de visuel. C'est pas contextuel en fait comme mode de travail, donc vous ne voyez rien. Donc si vous ne voyez rien, rien ne peut être affiché à l'écran. Donc automatiquement, il faut vous dire que c'est pas valide. Donc là, je vais mettre en mode iOS pour être bien sûr en fait que toutes les parties en fait qui m'intéressent de mon script au début vont bien être valides
avec, avec ma plateforme utilisée. Donc je l'enregistre. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben, en option de fichier, je vais aller sur le déclencheur de script et je vais lui dire, lors de la première ouverture de la première fenêtre, donc quand je rentre dans ma solution, de faire tourner ce script. Donc si je reviens dans QuickTime, donc QuickTime me montre ça. Donc je vais fermer ma solution et je vais revenir dedans. Et voilà, j'ai ma solution en grand et on a l'impression maintenant d'être dans une application complètement native. Donc vous pouvez voir en fait le choix des coloris fait que la barre qui se trouve tout en haut, donc cette barre ici, est noire, et l'iOS, dans la barre d'outils de tout en haut où vous avez l'heure, en fait reprend la même couleur. Donc ça c'est des fonctions en fait inhérentes de iOS qui peut reprendre en fait le coloris de ce que vous avez en haut. Donc si je mets ma barre dans une couleur différente, si je le mets en blanc, le reste, la barre qui sera tout en haut, sera également elle en blanc. Donc je vais minimiser ma fenêtre, je la remets. Donc voilà, donc j'ai géré en fait une partie relativement importante, c'est que d'abord j'ai donné accès plus facilement à mon utilisateur et je l'ai mis dans un mode déjà de travail pour en mobile sur son FileMaker Go. Donc j'ai enlevé la partie en fait de dire vous travaillez au bureau, vous n'êtes plus au bureau, vous êtes en mobile. Donc vous avez une interface différente. Donc on va revenir, on va essayer de ramener les mêmes informations sur cet écran, mais il faut vraiment penser dès le début, je suis en mode mobile, donc j'ai une interface différente. On a souvent des cas de personnes qui viennent vers moi ou notre support technique, ou support client, et qui me disent je comprends pas, j'ai une superbe interface sur mon Windows, j'ai voulu mettre sur FileMaker Go et c'est très lent, ça va dans tous les sens, les gens ne trouvent rien, les boutons. Ça. Donc il faut vraiment penser directement au fait que vous faites une sorte de développement sans code, mais pour un FileMaker Go. Donc qu'est-ce que je vais faire très rapidement en fait? Je vais aller en mode visuel, je vais mettre un petit titre, très rapidement, FileMaker Autoparts, que je vais mettre au milieu. Vous pouvez voir que depuis la version 13, dès que vous bougez vos objets, vous allez avoir en fait des lignes bleues qui vont apparaître, qui vont vous aider en fait à planifier. Donc là, c'est pour me dire qu'il est au milieu en tête. Et si je cherche le milieu de la page, là, je suis au milieu de la page. Donc au niveau de l'apparence, je vais un petit peu agrandir, changer la police, mettre ça en 24. Je le remets au milieu, je trouve le milieu. Et c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais rajouter en fait un petit bouton sur le côté en fait pour mettre mon logo. Donc mon logo généralement soit je peux venir directement l'insérer dans ma page, mais l'idée c'est que ce logo en fait je vais pouvoir le réutiliser. Donc je crée un petit bouton. Et une des nouvelles fonctions en fait que vous avez en 14, c'est de pouvoir utiliser une librairie de fichiers SVG, donc il y en a à peu près 140, mais de pouvoir également insérer vos propres icônes dedans. Dans les versions avant, ce que les gens faisaient généralement pour pouvoir en fait garder des icônes et l'utiliser plusieurs fois, on créait une table et dedans on mettait des icônes et il fallait à chaque fois venir rechercher ça. Là, si je veux mettre le logo de mon entreprise, je vais venir chercher mon logo, je vais l'insérer et là j'ai mon logo maintenant qui est sauvegardé dans ma solution et je vais pouvoir le réutiliser à différents endroits de ma solution sans trop de problème. Donc là je vais l'agrandir un petit peu. À chaque fois l'icône va garder la même taille, donc peu importe en fait la taille de mon bouton, je vais contrôler et j'aurai toujours en fait les mêmes proportions. Donc j'ai mon icône, je vais le mettre en haut à droite. Donc en position, je vais dire qu'il fait une taille et je vais le mettre ça à 120 également. Et je vais déplacer. Et donc après au niveau des styles, je vais pouvoir choisir quelle sorte de bouton je veux avoir avec les coloris. Donc je peux le mettre dans cette coloris là si j'ai envie. Et quand je sauvegarde, j'ai mon bouton. Si je reviens rapidement, tout de suite apparemment c'est apparu. Donc ça c'est très rapide.
Et là, j'ai fait aucun déploiement. J'ai directement accès à mes changements et je vois ce que ça donne directement sur mon Go. Ce qui permet en fait d'accélérer largement le temps de développement. Donc je reviens en arrière, je trouve que c'est pas vraiment beau, donc je vais l'enlever. Je vais le mettre en plus petit, réduire un peu la taille. Changer le fond, mettre en noir. Et je vais enlever le bord. Donc là j'ai mon bouton, je sauvegarde. Tout va bien. Si je reviens là-dessus, vous pouvez voir, ça a changé. Donc maintenant, je vais venir insérer mon document d'inventaire où j'ai tous mes produits. Donc ce document, c'est un document très simple, c'est un fichier Excel, une feuille de calcul normale, dans lequel j'ai le coût en fait du produit, une sorte de description. Mes produits viennent des États-Unis ou d'Angleterre ou différentes compagnies, donc je vais avoir différentes traductions, le produit et le fabricant. Donc très facilement, en fait, je vais venir insérer ce fichier dans ma solution. Donc je le prends. Il a compris que c'était un fichier Excel. J'ai pas envie qu'il utilise donc mon premier modèle. Je vais lui demander de créer en fait une nouvelle table qui s'appelle inventaire. La première ligne contient le nom des rubriques, donc ça va me créer mes rubriques. Les choses importantes à voir aussi, c'est que vous allez voir en fait, j'ai créé des rubriques qui commencent par 2 fois underscore PK inventory. PK c'est primary key, en fait c'est des clés primaires qui ne peuvent pas être, qui ne changent pas et qui sont uniques à chaque table. Donc là j'ai créé et je vois j'ai mes enregistrements et très facilement j'ai une petite donnée. Je reviens sur ma table d'essai et en fait dans cette table, qu'est-ce que je vais essentiellement vouloir avoir? Donc le nom de ma première table est le nom de mon fichier, je vais changer et en fait dedans je vais mettre un nom différent. Ça va être l'endroit où je vais gérer en fait mes propositions. Donc je vais renommer mon fichier proposition, modifier. Et dedans en fait je vais me créer en fait quelques informations pour créer en fait cette proposition. Donc tout d'abord je vais créer une clé primaire et je vais l'appeler proposition ID. Et pour être sûr que cette clé soit unique, je vais utiliser la fonction obtenir UUID. UUID, c'est l'avantage, c'est que c'est un identifiant unique universel composé de 16 caractères, 4x4, et qui permet en fait d'avoir une certaine sécurité. C'est qu'il est impossible dans une solution FileMaker d'avoir 2 fois le même UUID. Donc vous pourrez l'avoir potentiellement sur des millions d'enregistrements sur toute la planète dans des milliers de systèmes, mais FileMaker va vraiment faire attention au niveau du fichier, d'être sûr de n'avoir jamais le même UUID. Donc là j'ai créé, qu'est-ce que je vais créer d'autre dans ma proposition? Le vendeur qui va prendre la commande, la date où la commande va être prise, et puis quelques informations sur le client. Donc client, je vais prendre son nom, et je vais prendre une adresse email. Je reviens dans mon inventaire. Dans mon inventaire, j'ai mes rubriques, j'ai mon ID là, j'ai mes informations un petit peu partout. Et là maintenant ce que je vais faire en fait, ça va être créer un lien entre ces deux tables. Donc ce que je veux en fait vous montrer ici, c'est que dans mon modèle, je vais essayer de montrer en fait toutes les informations dont l'utilisateur a besoin sans besoin d'aller à droite et à gauche. Et pourquoi je parle de ça, c'est que quand vous êtes sur du FileMaker Pro ou du Pro Advanced sur du Mac Windows, vous avez droit à avoir plusieurs fenêtres. Vous pouvez gérer en fait plusieurs fenêtres et avoir une fenêtre à gauche, tout ça.
et donc voir dans une base en fait votre gestion de tous vos produits, hein, et puis une autre solution, un autre modèle, hein, dans lequel vous allez avoir des informations sur la commande. Mais là, le problème, c'est qu'il faut montrer tout dans un seul fichier. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? En fait, je vais créer un lien entre proposition et inventaire, hein, pour pouvoir venir montrer tout mon inventaire, hein, sur ma page de proposition. Et donc, comment je fais ça en fait? Je crée un lien en fait entre les deux bases. Hein. Donc, je prends les ID, hein, et je vais venir lui dire, hein, finalement en fait, de me montrer, hein, absolument en fait tous les enregistrements en fait d'inventaire dans ma base. Je dis en fait que si vu que ces deux ID en fait sont totalement différentes, ils sont jamais pareils, hein, et en fait à chaque fois ça va pouvoir tout me montrer. Donc je vais faire OK. Et ce qui va être pratique, c'est que quand je vais rentrer en mode modèle, hein, je vais faire mon tableau externe, hein, donc pouvoir montrer mes informations depuis mon inventaire. Hein. Dedans, je vais lui dire en fait, il me faut montrer 6 enregistrements à la fois. Je vais mettre la barre de verticale et je vais faire OK. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il me montre? Au bout du compte, je veux qu'il me montre le produit, le fabricant et le coût. Petites informations. Je vais agrandir ma page et en fait, je vais mettre le fabricant un peu au-dessus. Je vais faire ça relativement rapidement. Et donc là, en fait, j'ai tous mes produits qui sont apparus. Donc j'ai toute ma liste entière. Mais là, c'est pas très joli. Qu'est-ce qui me manque? En fait, au bout du compte, il va me manquer des images. Donc j'ai des images que j'utilise en interne. Mais toutes ces images, quand je les ouvre, elles sont quand même relativement grandes. Donc là, on va faire relativement attention, c'est de se dire, si je suis sur un Go et j'ai une connexion 3G, hein, quand je vais vouloir regarder en fait ces photos en fait dans ma liste, tout ça, et puis les montrer à mon client, j'ai pas forcément envie, hein, d'à chaque fois avoir à télécharger des fichiers de 1 méga. Donc tout d'abord, dans ma base de données inventaire, je vais venir créer une nouvelle rubrique image, qui est un container. Et ce que je vais faire aussi, c'est ce container, en fait, j'ai pas envie qu'il soit sauvegardé dans mon fichier maître, en fait, je vais lui demander de sauvegarder ça directement dans des répertoires sur mon serveur, hein, en externe. Donc je peux utiliser soit le stockage externe ou le stockage ouvert, hein, donc je vais sécuriser ou ouvert, je vais garder sécurisé, qui va me permettre en fait, et ce qui va faire FileMaker, ça va décoder en fait l'image en texte pour assurer la sécurité. Je clique OK. Et puis en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au lieu d'avoir mon image en grand, en fait, je vais lui demander de me faire une miniature. Donc vous avez deux manières de le faire. Moi, je vais vous en montrer une qui est relativement pratique. C'est un calcul. Et en fait, j'utilise la fonction obtenir. Oups, j'écris mal là. Miniature. Attendez. On va venir la chercher là. Obtenir miniature. Donc je prends ma rubrique source, qui est une image, et en fait, je vais vous dire la taille, la garder 100 par 100. Sachant que ce que va faire FileMaker, c'est essentiellement de garder toujours les mêmes proportions. Donc il va prendre en fait des deux valeurs, celle la plus grande, et garder la même proportion. Donc je mets OK. Et si je vais dans mon inventaire, je vais modifier pour rajouter ces deux rubriques. Et je fais OK. Et donc là, mon filtre AR, je vais venir chercher mon filtre AR. Mon filtre AR est ici. Je le dépose dedans et automatiquement j'ai la grande photo pardon, et la miniature à côté. Pardon. Si je reviens pour remettre ces deux rubriques, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais les montrer l'une à côté de l'autre. Donc là, j'ai ma grande et là, j'ai la petite. Ce fichier fait à peu près 1 méga, mais ce fichier fait à peu près 4K. Donc au niveau du transfert sur le serveur, ça va être extrêmement rapide d'envoyer les informations sur mon Go. Donc je reviens dans ma proposition.
et je viens rajouter dans l'inventaire ma miniature. On va mettre à côté, on va enlever le texte, on va le faire un peu plus petit pour que ça rentre dedans. Le coup, à chaque fois, vous voyez, j'ai mes guides qui m'aident à retrouver une position. Je reviens sur mon coup et je vais lui dire que c'est une devise. Je suis ma devise et je ferme. Et voilà. Et donc maintenant, en fait, mon utilisateur va avoir accès et va pouvoir voir tout son catalogue. Donc je vais vous rajouter quelques images pour que c'est un peu plus parlant. Une batterie et le moteur. Est-ce que j'ai une photo du moteur? Voilà. Et donc je reviens dans Opal et là je vois que j'ai mes images. Donc c'est un côté très pratique, c'est que essentiellement là maintenant j'ai toutes mes photos et si je reviens très rapidement sur mon QuickTime, j'ai les photos qui apparaissent et je peux descendre ou monter et j'aurai toutes mes photos. Et le gros avantage, c'est que donc là, je fais un test en interne, donc forcément c'est rapide, mais vu que maintenant vous avez une image de 4K à envoyer du serveur jusqu'au pro, ça va nettement améliorer en fait les performances de votre utilisateur. Donc ça, c'est des côtés en fait qui sont peut-être au début on se dit c'est pas forcément important, mais ça joue sur la totalité de votre gestion. C'est qu'il faut se dire, en fait l'utilisateur, il faut lui permettre en fait d'avoir d'informations très rapides depuis son FileMaker Pro, depuis son FileMaker Go sur le terrain. Et donc il va faire attention aux connexions 3G, aux connexions 4G et être sûr que tout fonctionne correctement. Donc je vais pas vous faire en fait recréer toute la page. Je vais juste vous montrer en fait sur mon iPad, si je reviens rapidement. Ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'il faut que je fasse rapidement un petit bouton ici avec une action pour quitter l'application, parce que si je ne quitte pas l'application, mon utilisateur en fait va être coincé. Donc je sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, si je reviens là-dessus rapidement, je n'ai pas de moyen, même avec mes 3 doigts, en fait, vu que j'ai fermé la solution, je ne peux rien faire. Donc je clique sur le bouton. Attends que ça propage. QuickTime qui réagit mal. Et voilà, j'ai pu sortir de ma solution. Donc si je reviens sur une solution en fait que j'ai faite un peu plus tôt, qui était faite en fait avec un collègue américain de notre façon Procom, donc vous pouvez voir en fait on peut rajouter plein de boutons et l'idée en fait c'est d'avoir en fait sur une interface très simple en fait toutes les informations qui vont être vraiment utiles à l'utilisateur pour faire ces commandes. Et c'est là en fait au niveau du design c'est parfois un petit peu embêtant, c'est qu'en fait on a beaucoup moins d'espace que si on était sur un Pro. Donc l'avantage maintenant c'est avec l'iPad Pro, vous avez une interface qui est beaucoup plus grande, donc vous allez pouvoir sur ces ordinateurs mettre beaucoup plus d'informations. Mais tout en gardant en tête que la connexion énormément de vos utilisateurs mobiles va se faire depuis une connexion 3G ou 4G, et donc il va falloir relativement essayer de réduire l'importance des informations sur un écran pour pas que votre utilisateur ait des problèmes. Donc là, par exemple, je peux créer pour les informations de mes clients, je peux rajouter des produits dans mes commandes, et tout ça se fait relativement simplement. Donc vous pouvez voir les icônes ici se chargent relativement bien parce que c'est des icônes en fait qui sont des miniatures, et donc tout se fait relativement rapidement. Donc qu'est-ce que je suis allé faire au bout du compte en fait, c'est que j'ai donné la possibilité à mes utilisateurs d'avoir en temps réel accès aux données et aux modifications des visuels, des modèles, chose très importante. On oublie souvent ça, mais c'est très pratique si quelqu'un est sur un salon en train de dire en fait il faudrait que tu m'enlèves telle ou telle partie de mon modèle parce que ça sert à rien, ou c'est trop petit, ou les gens y voient rien, ou par exemple la devise utilisée est en livres ou en dollars, il faut que ce soit en euros, pas vous changez et c'est fait. S'aligner aux besoins de votre métier, donc en fait c'est de reprendre exactement ce que vous faisiez avant, qui se fait généralement
vous avez une solution au bureau et peut-être une solution avec du papier, hein, vous enlevez la partie papier et vous mettez ça sur son iPad, mais vous gardez en fait au bout du compte votre même système. J'ai juste amélioré la façon dont les données sont accessibles et surtout une expérience utilisateur améliorée. C'est vraiment penser au bout du compte que quand vous êtes sur un iPad, il faut vraiment faciliter hein, ce que peut faire l'utilisateur et avec quelques boutons hein, lui donner envie de vouloir l'utiliser. Le principe généralement dans les milieux un peu design, c'est qu'on a tendance à dire, mais si je prends des logiciels en fait que les gens utilisent énormément sur Internet, donc généralement ça va être des jeux parce que c'est ce qu'on a fait énormément sur des iPhones ou des iPads, bah, c'est essayer de reprendre un peu en fait l'ergonomie en fait qu'on va retrouver hein, tactile que les gens aiment bien pour les remettre dans ma solution. Parce qu'en fait, au bout du compte, les gens, dès qu'ils vont prendre un iPad ou un iPhone, en fait, vont revenir à leur réflexe, je vais pas dire primaire, mais essentiellement de l'utilisation quotidienne qu'ils font de leur objet, donc de leur iPad et de leur iPhone. Et quand ils vont passer au niveau business et l'utilisation, il faut qu'ils retrouvent la même ergonomie avec vos informations au niveau du travail. Donc là, j'ai une petite information. Donc c'est ça, c'est un client américain qui est relativement connu dans l'État de Washington, au sud de Seattle. Donc c'est une ferme en fait éco-friendly hein, qui s'appelle Seabreeze Farm. Et en fait, il a 4 restaurants sur Seattle. Il a une ferme organique et 2 ou 3 fermes en fait qui se trouvent au nord du Canada. Une partie de son activité maintenant aussi se joue au niveau des AMAP. Et donc en fait, tout son système est utilisé est sur un iPad. Hein, et à travers les différentes fermes, les restaurants, en fait, il peut être au courant de la production de ces différents produits, donc ces fromages, tout ça. Et ce qu'il a pu faire, il l'a fait tout seul. Il a dit j'ai pu créer moi-même des solutions personnalisées pour iPad que nos employés veulent vraiment utiliser. Ça, c'est vraiment les points importants. C'est la solution personnalisée. C'est vraiment vous qui faites ce que vous voulez, sans avoir à forcément utiliser un système SaaS qui est fait par quelqu'un d'autre qui va essayer de vous forcer à vous mettre un process en mobile qui n'est pas vraiment ce que vous voulez appliquer. Et que les employés veulent utiliser. Ça, c'est le terme aussi qui est la chose très importante qu'il faut faire attention, c'est vraiment que vos employés vont sentir et vont vouloir l'utiliser. Si vous avez des temps de lag qui sont trop importants quand vous avez des icônes à montrer ou quand vous avez des images à montrer, si ça prend trop de temps, vous avez tout intérêt en fait à revoir en fait l'ergonomie pour justement faciliter l'utilisation. Pour avoir des exemples en fait de ces différents modèles entre le passer à un mode iPad, web, tout ça, je vous suggère de regarder en fait toutes nos solutions de démarrage hein, qui vont pouvoir vous aider. Vous avez aussi la solution de démarrage CRM que vous trouvez sur notre site, où là où en fait vous aurez une solution de démarrage CRM dans lequel vous aurez des modèles qui vont être faits pour le desktop hein, et un modèle, des modèles qui sont faits aussi pour l'iPad. Donc vous verrez la différence au niveau des placements des boutons. Qui sont relativement utiles. Toujours très important, nos FileMaker Training Series, donc qui sont maîtriser les bases de FileMaker 14. Donc nous avons 2 livres, un gratuit qui s'appelle FileMaker 14 notions de base et ensuite le notion avancée que vous pouvez acheter sur iBookstore ou depuis notre site. Hein. Très utile. Alors ils sont simples à lire. Hein. Je vous recommande vivement de les lire. Alors le Basic, il fait une centaine de pages. Le Advanced, il fait plus proche des 800 pages, donc ça prend plus de temps, mais il y a plein d'informations qui vont vraiment vous aider à mieux créer vos solutions pour vos utilisateurs mobiles. Il y a toujours la community, hein, FileMaker Community, hein, très importante, où vous pouvez poser des questions aussi bien à des experts ou à d'autres développeurs ou à des FBA qui peuvent vous aider. Et dedans, vous aurez aussi des exposés techniques, des livres blancs que nous avons créés. Plein d'informations en fait qui sont partagées sur des scripts, des fonctions personnalisées, hein, très utiles, et toute l'activité FileMaker dedans également. Récapitulatif donc très rapide en fait des produits. Donc le FileMaker Go pour l'iPhone, l'iPad et l'iPad Pro, hein, toujours gratuit. Hein. Vous trouvez ça sur l'App Store. Le FileMaker Pro, hein, donc en mensualité, si vous êtes sur un contrat Avela, commence à 9,50. Plus on prenait, plus ça baisse. Le Pro Advance à 14 € et le FileMaker Server à 29 € par mois. En Avela, les tarifs en achat perpétuel, hein, hors TVA, vous êtes à 349 pour le Pro, 549 pour le Pro Advance, qui est le Pro Advance relativement utile si vous faites pas mal de développement, parce qu'il y a des fonctions comme le débogueur de script qui peut être très utile, hein, la possibilité de un petit peu mieux gérer votre sécurité, aussi des outils au niveau des fonctions personnalisées, hein,
très pratique, votre serveur, donc M1044 en achat perpétuel, plus vos connexions concurrentes qui vous permettront de connecter vos FileMaker Go ou vos FileMaker WebDirect. Petit rappel sur les connexions concurrentes, vous ne les payez pas forcément à chaque utilisateur, vous payez au nombre de connexions maximum que vous allez voir sur une journée. Donc si vous avez peut-être 500 employés dans votre entreprise, mais au bout du compte, vous n'avez que 5 personnes qui sont connectées à un même moment, vous n'avez pas besoin d'acheter 500 licences, vous n'achetez que 5 connexions concurrentes, c'est le nombre de personnes qui vont se connecter à un moment T. Donc ça, c'est une chose très importante, qui est une grosse différence par rapport à d'autres solutions en SaaS, où vous payez la licence au compte utilisé ou non utilisé. Donc si vous avez 500 personnes, on va vous dire, vous avez 500 emails, il va falloir avoir en fait 500 comptes. Donc voilà, on a un petit peu dépassé le temps de 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors on va voir ce qu'il y a. Donc, pouvez-vous faire un point sur le nombre de connexions simultanées? Exemple, avec un FileMaker 5 connexions de base, combien de connexions puis-je avoir en même temps? Desktop, Go ou FileMaker? Donc, si vous avez du desktop, alors le principe, c'est, chez FileMaker, c'est relativement simple. Vous avez FileMaker Server. Si vous avez un client payant, vous avez autant de connexions sur le serveur que vous voulez. Donc, les FileMaker Pro sont des clients lourds payants, donc vous pouvez avoir autant de connexions que vous voulez. La limite, on donne une limite, on dit à peu près 250 utilisateurs à la fois, mais vous pouvez très bien avoir des systèmes, s'ils sont relativement légers, si vous avez des serveurs performants, avoir 2000 personnes qui vont se connecter sur le FileMaker Desktop, sans avoir à utiliser vos connexions concurrentes. Pour le Go et pour le WebDirect, vu que le client est gratuit, en fait, c'est la connexion concurrente qui vous payez. Donc le maximum que vous pouvez acheter, c'est un FileMaker Server avec 100 connexions concurrentes. Et donc là, vous allez avoir 100 utilisateurs sur du WebDirect ou du Go au même moment. Donc c'est exactement le même moment. Donc ça, c'est quand on a des systèmes où on a énormément d'utilisateurs. Généralement, vous n'allez pas forcément avoir tous vos utilisateurs au même moment connectés. Quand vous êtes en mobile, vous ne passez pas toutes vos journées sur votre iPad, vous allez vous connecter 2 ou 3 fois par jour et pouvoir accéder. Donc le maximum au niveau du serveur, ça va être 100 connexions concurrentes, donc en fait 101 parce qu'avec le FileMaker serveur de base, vous avez une connexion plus les packs, les 20 packs de 5 que vous avez achetés, donc vous êtes à 101. Si vraiment vous en avez besoin de plus, vous pouvez nous appeler, on peut en discuter. Mais généralement, c'est qu'il faut vraiment faire attention, c'est que est-ce que je vais vraiment avoir mes 100 connecteurs, 100 connexions au même moment? Et c'est pas forcément quoi. Même sur des sites e-commerce, à part les très très gros sites, vous avez peut-être au même moment, vous avez l'air 50-60 personnes qui vont passer une commande, et puis une fois que la commande est passée, ils se connectent de votre site. Donc il n'a pas forcément besoin d'avoir autant de connexions. Vous pouvez retrouver en fait donc pas mal de ces informations sur notre site et sur les fiches techniques au niveau du nombre de connexions que vous pouvez avoir. Donc voilà, je vous remercie d'être resté. On a un petit peu dépassé de 4 minutes. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre site filemaker.com/fr après /webinaire /séminaire pardon, ou sur notre page YouTube. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous pouvez aller sur la page contact, nous envoyer des emails ou revenir vers l'équipe commerciale si vous avez plus autant de questions. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.